C'est l'ouverture de l'édition de l'information de ce lundi sur A12 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. La population des Grands Ponts rendait ce samedi hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour les chantiers de modernisation entrepris dans leur région. Des dizaines de milliers de personnes ont convergé vers Dabou pour assurer, a-t-on pu le constater, leur soutien au président de la République. Laurent Gbagbo investi candidat du PPACI pour la présidentielle 2025. Comment interpréter cette candidature qui intervient alors que l'impasse juridique demeure autour du sort de l'ancien dirigeant ivoirien? L'analyse en cours d'édition. Et au Sahel, des voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer la prolongation de la durée des transitions au Mali et au Burkina Faso. C'est la grosse actualité de ce journal. Ce samedi 11 mai, les populations de la région des Grands Ponts ont déferlé sur Dabou à l'occasion de la journée d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Une occasion pour les élus locaux et les autorités gouvernementales présents à cette cérémonie de rappeler l'envergure des actions de développement engagées dans la région depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011. C'est un reportage signé Mamadou Diomondé pour un commentaire de Justine Kofi. Après les régions des Lagunes et de Lagnébi-Tiassa, les populations de la région des Grands Ponts célébraient ce samedi 11 mai à la place Henri Konan-Bédié de Dabou les infrastructures réalisées dans leurs différentes localités depuis 2011 à l'occasion de la journée d'hommage des Grands Ponts au chef de l'État Alassane Ouattara. Au nom de ses administrés, le premier magistrat de la commune, Jean-Claude Yédé, a souligné l'impact significatif des réalisations déployées par le gouvernement dans le sens du développement de la région. Permettez-moi également de souligner l'impact significatif des réalisations initiées par le président Ouattara dans notre région. Grâce à sa vision, Dabou ainsi que les autres villes qui composent la région des Grands Ponts ont bénéficié de nombreux investissements de développement, dont entre autres l'achèvement de bitume de plusieurs tronçons de route et des rues. Appelé au gouvernement lors du dernier remaniement ministériel d'octobre 2023, l'actuel ministre délégué au sport, Adji Silas, a relevé la similitude entre la politique de développement du président Ouattara et celle du premier président Félix Houphouët-Boigny, dont il fut l'unique chef de gouvernement entre 1990 et 1993. Pour avoir été l'un des principaux artisans du troisième sacre des éléphants à la CAN 2023, Adji Silas estime la Côte d'Ivoire chanceuse avec Alassane Ouattara qui, tout comme lors des éditions 92 et 2015, a encore porté chance à l'équipe nationale de football cette année 2024. En effet, homme de paix, perfectionniste achevé, bâtisseur chevronné, le président Alassane Ouattara s'inscrit dans la ligne dorée du président Félix Houphouët-Boigny dont il est l'héritier légitime. Il a su marcher dans les pas d'Houphouët-Boigny en laissant ses propres empreintes, ses propres traces. Tel père, mais quel fils! L'organisation réussie de la CAN 2023 dans notre pays, CAN remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire, constitue justement la sève canonique de la Côte d'Ivoire qui gagne avec Alassane Ouattara. De grands chantiers sont en phase de démarrage, a annoncé le Premier ministre Robert Begré-Mombé, selon qui le chef de l'État veut faire de Dabou un centre de développement. Il est décidé à faire de Dabou le centre de développement d'Abidjan. Plusieurs autres personnalités étatiques, dont la présidente du Sénat Kandia Camara et le président de l'Assemblée nationale Adama Bitogo, ont fait le déplacement de la capitale du Léboutou pour cette journée d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État. Visiblement, les chantiers de modernisation réalisés dans la région ont convaincu les populations de l'efficacité de la politique de développement impulsée par Alassane Ouattara. Jeunes femmes et cadres se disent déterminés à soutenir l'actuel président ivoirien pour les batailles électorales à venir. Reportage. Jeunes, femmes, élus et cadres de la région des Grands Ponts ont tenu à la faveur de la journée d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara qui s'est déroulée ce samedi 11 mai à Dabou, à saluer les actions de développement mises en œuvre dans leur région. Au nom des cadres du Léboutou, le professeur Alfred Yao s'est dit reconnaissant pour la nomination de plusieurs cadres de la région à des postes de responsabilité. Considérant que le président Alassane Ouattara n'a pas hésité à appeler auprès de lui
pour l'aider dans son immense travail de développement. C'est un fils de la région des Grands Ponts dont les compétences et la loyauté sont avérées. Bogi Elisabeth, représentant les femmes de la région, et Aka Philippe, au nom des jeunes, ont rappelé les actions menées sous l'impulsion d'Alassane Ouattara pour l'épanouissement des couches socio-professionnelles dans le Léboutou. Considérant que l'ambitieux programme du président Alassane Ouattara a favorisé le soutien et le renforcement des dispositifs actuels d'accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle. Gage de leur volonté de soutenir le numéro 1 ivoirien pour les échéances électorales à venir, les populations ont remis aux émissaires du chef de l'État des dons en vivres et non-vivres. Alassane Ouattara, par l'entremise de ses mandataires, a offert la somme de 15 millions de francs CFA aux populations locales. À cela, il faut ajouter les dons de la présidente du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, qui respectivement ont réagi à hauteur de 2 millions de francs CFA, 3 millions de francs CFA et 2 millions de francs CFA. Et avant de refermer ce chapitre en faisant un focus sur la mobilisation remarquable enregistrée lors de cette journée d'hommage et de reconnaissance de la région des Grands Ponts au chef de l'État, ce sont au moins 20 000 personnes selon les chiffres des organisateurs qui ont pris d'assaut la place Henri-Konan Bédié de Dabou ce samedi 11 mai. Les précisions dans cet élément rendu par Justine Kofi. Place Henri-Konan Bédié de Dabou ce samedi 11 mai 2024. Ce sont des populations venues en grand nombre des différentes localités de la région des Grands Ponts à l'occasion de la journée d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Selon les organisateurs, les estimations situent autour de 20 000 le nombre de personnes ayant effectué le déplacement de Dabou pour exprimer leur gratitude au président ivoirien pour ses actions de développement dans la région. Fier de cette mobilisation massive, le ministre délégué au sport, Adji Silas, y voit une reconnaissance marquée des populations à l'endroit du président de la République. C'est avec une grande fierté que les populations de la région des Grands Ponts, dans leur diversité, se sont mobilisées en reconnaissance et en l'honneur du président de la République de Côte d'Ivoire. Cette mobilisation augure-t-elle de perspectives positives pour le chef de l'État à l'aune de la présidentielle 2025? C'est du moins le schéma qui se dessine. L'ex-président Laurent Gbagbo a été triomphalement investi ce vendredi 10 mai par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en tant que candidat à la présidentielle 2025. Une quatrième candidature qui ouvre un nouveau chapitre dans la vie politique de l'icône de la gauche en Côte d'Ivoire. J'ai l'honneur de vous investir candidat du PPACI. Laurent Gbagbo investi candidat du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire pour la prochaine élection présidentielle. À cette première convention du PPACI ce vendredi 10 mai, la désignation du président Laurent Gbagbo comme candidat en 2025 est officiellement actée par son parti, à la grande joie des militants. C'est chose faite parce qu'à l'unanimité ici, il y a eu des motions de lui et aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Gbagbo est notre candidat officiel, solennel, formel. En 2025, l'homme qu'il nous faut, celui que Dieu lui-même nous a ramené de La Haye, il est prêt pour continuer le combat, pour continuer dans le sens qu'il a commencé, c'est-à-dire la prospérité des Ivoiriens. Choisi donc par ses militants pour représenter le PPACI à l'échéance électorale de 2025, Laurent Gbagbo reste toujours exclu de la liste électorale, car étant sous une condamnation judiciaire. Toute chose qui n'empêche pas son parti de se projeter pour le combat futur. Le président fondateur du PPACI, candidat désigné à l'élection présidentielle de 2025, se félicite de la grande mobilisation des militants. Il se dit prêt pour la reconquête du pouvoir d'État. J'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Il faut avoir un idéal pour lequel on continue de se battre. À la suite de cette convention, le PPACI prévoit une grande tournée de mobilisation dans plusieurs régions du pays. Première étape, la ville de Bonois, le 14 juillet prochain.
L'on en parlait à l'instant, Laurent Gbagbo se lance à l'assaut de la magistrature suprême malgré son absence du fichier électoral qui le prive systématiquement de son éligibilité. L'ancien chef d'État et ses partisans sont-ils en train de commettre une erreur stratégique dans leur volonté de gouverner la Côte d'Ivoire? L'analyse de la rédaction. Porté par un plébiscite populaire comme il l'affectionne, Laurent Gbagbo, 77 ans, se sent dans son jardin. C'est dans des circonstances similaires qu'en 90, 2000 et 2010, il reçoit l'onction de ses turiféraires pour se lancer à l'assaut du fauteuil présidentiel. Ce vendredi 10 mai, dans une salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, où il est quasiment déifié par des milliers de militants et sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, l'ex-chef d'État se présente en conquérant. Ces quelques années passées à la prison de Scheveningen aux Pays-Bas, où il a été jugé par la Cour pénale internationale pour de présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité, n'auront visiblement rien entaché à sa détermination de se réinstaller au pouvoir. Bien qu'étant techniquement inéligible du fait de son absence de la liste électorale, le prédécesseur d'Alassane Ouattara a tout de même été investi candidat de son parti pour la présidentielle de 2025 au cours d'une cérémonie beaucoup plus festive qu'électoraliste. Que se passera-t-il en cas de maintien jusqu'à la clôture des candidatures du statu quo actuel qui le condamne à rester en marge du processus électoral en cours? Impossible de ne pas se laisser aller à des spéculations sur les calculs politiques qui sous-tendent une telle investiture. De mon point de vue, je pense que le président Laurent Gbagbo a manqué là une belle occasion de permettre à la nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire, partisans de ce grand homme d'État, d'aller vivre l'expérience d'une élection présidentielle. Vouloir à tout prix et à tous les prix se présenter lui-même, sachant qu'il n'est pas éligible, cela peut s'apparenter à de l'égoïsme politique et donnerait raison à ceux qui pensent que Laurent Gbagbo n'est animé que par un sentiment de vengeance et qu'il veut régler les comptes à Ouattara et à tous ses partisans. Outre l'ancien président de la République, dont le rêve d'une nouvelle chevauchée victorieuse pour le palais pourrait être contrarié non seulement par l'impasse autour de sa situation judiciaire et ses rancœurs envers ses anciens camarades de lutte, la question du positionnement d'une autre figure présidentiable au PPACI demeure tabou, presque un crime de lèse-majesté pour les irréductibles du Woody de Mama. Je pense qu'à un moment, il faut vraiment que nos dirigeants, surtout ceux qui ont été aux affaires, apprennent à quitter les choses. C'est important. Je ne sais pas pourquoi la politique en Afrique a l'air d'être comme une drogue où les gens sont tellement accros qu'ils ne veulent rien lâcher au point de frôler le ridicule. Laurent Gbagbo, sachant très bien qu'il n'est pas éligible, il aurait pu permettre à une jeunesse de pouvoir aller à cette expérience politique. Et lui, derrière, le sage, l'expérimenté, tenant la main d'un dauphin et l'emmenant au sommet de l'État. Quel honneur pour lui! Toute marche arrière étant devenue impossible pour la dernière née des formations de gauche sur l'échiquier politique ivoirien, la gestion de cette candidature désormais confirmée s'annonce comme un labyrinthe de schémas inextricables à contourner pour le PPACI. Autre activité politique majeure qui s'est déroulée dans la même journée de ce vendredi 10 mai, le 53e congrès mondial des jeunesses libérales qui s'est ouvert à Abidjan. L'événement qui avait pour thème « Libéraux et démocrates de toutes les nations, unissons-nous » mobilisait une cinquantaine de délégations venues de l'extérieur. Le point avec la rédaction de la télévision ivoirienne. 53e congrès de la Fédération internationale de la jeunesse libérale. Les jeunes libéraux sont réunis à Abidjan pour un moment d'échange sur les valeurs du libéralisme et son apport dans le développement. Chers amis jeunes libéraux, c'est par l'engagement civique et politique que vous pourrez changer le monde. Imaginez les jeunes de tout le continent devant les leaders de partis politiques faisant le plaidoyer d'une meilleure prise en compte des jeunesses, des jeunes dans les instances de décision. Ça parle et c'est impactant. Il y a des obstacles sur la route, mais nous ne devons jamais perdre notre vision grâce à laquelle nous allons forcément réussir. Les libéraux doivent toujours s'engager pour les valeurs humaines et la démocratie. Nous devons toujours avoir conscience de nos différences et s'engager pour ce que nous avons de commun. Partage d'expériences, participation active dans les activités politiques. Les jeunes libéraux bénéficient du soutien du RHDP, également parti libéral.
Nous sommes profondément honorés qu'Abidjan ait été choisi comme capitale mondiale du libéralisme cette année. C'est un honneur qui résonne avec nos valeurs et notre histoire. Le libéralisme, dis-je, est le remède le plus efficace contre la misère et la pauvreté. Le RHDP est fier de vous voir œuvrer pour l'unité des libéraux et des démocrates de toutes les nations. En tant que jeune leader, l'avenir est dans vos mains. Vous êtes les bâtisseurs du monde que nous voulons, ou vous serez les bâtisseurs du monde que nous voulons demain. 42 pays participent à ce congrès de la jeunesse libérale internationale. L'actualité à l'étranger nous mène en premier lieu au Burkina Faso, où des centaines de partisans de la junte répondant à l'appel de la coordination des associations de veille citoyenne CNAVC ont afflué au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. L'objectif de cette manifestation était clair, réclamer un prolongement de la transition militaire dont l'échéance arrive à son terme le 1er juin prochain. Le compte rendu de nos confrères d'Africa 24. Au Burkina Faso, des milliers de personnes se sont rassemblées samedi 11 mai 2024 au stade Issoufou Joseph de Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour manifester leur soutien au gouvernement de transition dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce grand rassemblement intervient à la suite d'un appel de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC. Cette dernière a appelé à la tenue des assises nationales devant déterminer la suite à donner à la transition qui arrivera à échéance le 1er juillet 2024, conformément à la charte de la transition du 14 octobre 2022. Pour continuer cette marche triomphale, toutes les couches de notre société sans exception, sans distinction aucune, sont appelés à décider dans un futur proche du destin de notre pays qui n'est rien d'autre que la prolongation pure et simple de cette transition qui est celle du peuple couronné par le digne fils du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Les manifestants ont également réclamé, entre autres, la prolongation de la transition ainsi qu'une nouvelle constitution pour la libération totale et la refondation du Burkina Faso. Une fois de plus, le peuple aura l'occasion de s'assumer devant l'histoire et de se sauver lui-même sous le leadership éclairé d'un homme d'État, au sens du terme, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui aux assises nationales, oui à la prolongation pure et simple de la transition. Pour rappel, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en septembre 2022 à la suite d'un coup d'État contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba qui avait renversé Roch Marc Christian Kaboré 8 mois plus tôt. Cette crise institutionnelle est le résultat d'une situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader depuis près de 10 ans. Situation identique au Mali voisin où des participants au dialogue national ont clairement appelé ce vendredi dans des recommandations remises aux autorités à une prolongation de la transition pour une durée de 3 années supplémentaires. Plus de précisions dans ce reportage d'Africa News. Les participants au dialogue national au Mali ont recommandé vendredi de prolonger la transition démocratique de 3 ans. Cette décision devrait permettre au chef de la junte militaire au pouvoir, Assimi Goïta, de se présenter à une nouvelle élection. Les consultations nationales qui ont duré des mois et qui ont été boycottées par une grande partie de l'opposition ont abouti à une série de recommandations, notamment à la prolongation de la transition de 5 ans, prolongeant ainsi le règne de la junte jusqu'en 2027. Les militaires au pouvoir, après 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021, s'étaient engagés à réussir la transition démocratique avant mars 2024. Mais des tensions se sont accrues dans le pays en raison de leur incapacité à respecter le calendrier promis pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et au sujet des tensions diplomatiques entre Niamey et Porto Novo, la situation ne semble guère tendre vers l'amélioration. Ce samedi, le chef du gouvernement de transition au Niger, Ali Mahaman Lamine, en a appelé à la médiation de la Chine, dont des entreprises sont en charge de l'exportation du pétrole nigérien, obligées de transiter par le territoire béninois. La junte en place au Niger justifie son refus de rouvrir sa frontière par de prétendues manœuvres de déstabilisation décelées. De l'autre
l'autre côté de la frontière. Les tensions entre le Bénin et le Niger s'intensifient et ce depuis le coup d'État au Niger du 26 juillet 2023. Samedi, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine s'est exprimé au sujet du différend qui oppose les deux pays, expliquant pourquoi le Niger a choisi de garder sa frontière avec le Bénin fermée en dépit de la levée des sanctions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le chef du gouvernement a justifié cette décision en arguant qu'il y a des bases françaises sur le territoire du Bénin et que les terroristes qui menacent le Niger sont entraînés sur certaines d'entre elles. Plus tôt dans la semaine, le président béninois Patrice Talon avait qualifié cette accusation de ridicule, ajoutant qu'il n'avait aucun intérêt à déstabiliser son pays frère. Le président du Bénin s'était exprimé lors de son annonce du blocage du pétrole nigérien au port de Sémépoji le 6 mai dernier. C'était l'une des recommandations du dialogue national inclusif organisé dans le mois d'avril au Gabon. Les élections sont désormais confiées au ministère de l'Intérieur, selon un communiqué lu ce samedi 11 mai à la télévision nationale par le porte-parole du régime de transition. On regarde. Le gouvernement de transition du Gabon a mis en place l'une des résolutions du dialogue national inclusif organisé du 2 au 30 avril 2024. Dans un communiqué le 11 mai 2024, les autorités ont confié l'organisation des élections politiques d'août 2025 au ministère de l'Intérieur. Selon l'exécutif gabonais, cette mesure s'inscrit dans le processus de réhabilitation progressive des institutions dissoutes à la suite du putsch du 30 août 2023. L'organisation des élections sera désormais assurée par le ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas dans les grandes démocraties du monde. La rétrocession de la gestion des élections au ministère gabonais de l'Intérieur signe la dissolution définitive du Centre gabonais des élections. Cet organe indépendant avait été mis en place en 2018 sur exigence de l'opposition pour rompre avec l'ascendant du pouvoir sur le ministère de l'Intérieur d'alors. Reconnaissant les craintes qui entourent ce revirement, le gouvernement de transition a rassuré sur le respect des principes de transparence et de liberté. Le CTRI avait dissous les institutions de l'ancien régime qui avaient failli. L'une de celles qui avait le plus failli était le Centre gabonais des élections, CGE. En tout état de cause, l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur sera entourée de toutes les garanties de transparence, de liberté et de participation. Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance au Gabon, un comité constitutionnel national composé de 23 membres a été mis sur pied le 8 mai 2024. Son rôle est de rédiger la nouvelle constitution du pays qui devrait consacrer l'inviolabilité de la séparation des pouvoirs ainsi que l'interdiction de la révision de la durée des mandats du président de la République. Ailleurs dans le monde, au Proche-Orient, l'armée israélienne a déclenché ce dimanche une offensive majeure dans la localité de Jabalia au nord de la bande de Gaza. Tzal justifie cette opération militaire par la nécessité de purger la zone de la présence des terroristes du Hamas. Le point avec la rédaction d'Euronews. Très tôt ce dimanche, l'armée israélienne a envoyé ses chars à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, avec pour objectif, selon Tsahal, d'empêcher le Hamas de rétablir ses capacités militaires. Il y a quelques mois, Tsahal avait pourtant affirmé avoir pris le contrôle de la zone. Alors que des dizaines de milliers de civils se trouvent dans la ville, l'armée leur a demandé d'évacuer. Face à ce conflit qui semble sans issue, le secrétaire général de l'ONU a une nouvelle fois appelé un cessez-le-feu immédiat. Lors d'une collecte de fonds pour la bande de Gaza au Koweït, Antonio Guterres a rappelé que le chemin vers la reconstruction sera difficile. It will be a long road back from the devastation and trauma of this war. The people of Gaza will need even stronger and deeper partnerships for humanitarian assistance and long-term development to get back on their feet and rebuild their lives. Malgré les mises en garde internationales, l'armée israélienne intensifie la pression à Rafah, où elle a ordonné de nouvelles évacuations d'habitants. Selon l'ONU, environ 300 000 personnes ont fui la ville cette semaine, des familles entières contraintes de partir sans savoir où aller.
Jusqu'ici, Rafah était un refuge pour plus d'1 million de Gazaouis ayant fui les bombardements dans le centre et le nord de l'enclave palestinienne. Direction Belgorod en Russie, la ville frontalière de l'Ukraine a été une nouvelle fois ciblée par des tirs de drones des forces de Kiev en représailles aux attaques massives de la Russie sur le sol ukrainien. Un immeuble d'habitation civile a été touché, bilan au moins 15 tués. L'effondrement d'un immeuble résidentiel dans la ville russe de Belgorod dimanche a fait au moins 15 morts et une vingtaine de blessés selon un nouveau bilan. Moscou affirme que les débris d'un missile ukrainien intercepté par les défenses anti-aériennes se sont abattus sur l'immeuble. Située près de la frontière avec l'Ukraine, la ville est régulièrement visée par des attaques depuis plusieurs mois. La Russie affirme par ailleurs avoir neutralisé 31 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi, dont 12 au-dessus de la région de Belgorod. Les régions de Koursk et de Lipetsk ainsi que la Crimée annexée ont également été ciblées. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui fait état de combats acharnés dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, où les forces russes ont lancé une offensive surprise vendredi. L'armée ukrainienne reconnaît des succès tactiques de la Russie dans la région et précise que des combats sont en cours dans la ville frontalière de Vovtchansk, où près de 1500 personnes ont été évacuées. Des frappes russes sur la ville ce week-end auraient fait plusieurs victimes. Il ne resterait plus à l'heure actuelle qu'environ 500 habitants à Vovtchansk, qui en comptaient près de 17 000 avant l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. C'est ici que s'achève l'édition de l'information de ce lundi sur A12 Télévision. Merci de votre attention. On se dit au revoir et à demain.